Assassinat, règlement de compte, clans qui s'affrontent pour le contrôle d'une économie parallèle. La mafia est à l'œuvre en Corse. Et l'argent s'est emparé de tout, de la violence. La Corse, nouveau territoire perdu de la République, en tout cas c'est une île ce soir à la dérive. Dominique Yvon est membre du collectif Non à la Mafia. On ne veut pas prononcer le mot mafia, mais on est la première région d'Europe au nombre d'habitants avec les voitures blindées. Sur les 30 dernières années, la Corse, c'est presque plus de 400 meurtres. Il était l'un des plus illustres avocats pénalistes de Corse. Antoine Solacaro, qui avait défendu Ivan Colonna, a été tué mardi matin à Ajaccio, touché par 9 impacts de balles alors qu'il était au volant de sa voiture dans une station-service. Vous avez des organisations criminelles qui sont en train de se fédérer pour devenir un véritable pouvoir occulte, parallèle, et ça sous les yeux d'un État qui, inexplicablement, ne fait pas son travail. Et si la préfète n'aime pas le mot mafia, à l'exécutif aussi, on a du mal à prononcer le mot mafia. Oui, en Corse, le taux d'assassinat est plus élevé qu'en Sicile. Oui, en Corse, il y a des gens qui ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur. Oui, en Corse, il y a de la violence et de la corruption. Ce mercredi s'ouvre à Marseille, en correctionnel, le procès de 3 dirigeants du Gazélec Football Club d'Ajaccio, club historique de la préfecture de Corse du Sud. Ces 3 ex-présidents du Gaz, comme on l'appelle, sont poursuivis pour un dossier d'abus de biens sociaux et de travail dissimulé. Le 30 janvier, la semaine dernière, le tribunal de commerce d'Ajaccio a par ailleurs prononcé la liquidation du club pour cessation de paiement. Sans oublier que depuis la fin novembre, celui qui se présente comme le patron du Gazélec dort en prison pour son implication dans un autre dossier en cours. Une succession d'événements derrière lesquels l'ombre du milieu et de la criminalité organisée est omniprésente. En réalité, cette ombre, ce fantôme, est la cause même de la fin et de la mort d'une institution centenaire de la vie ajaxienne. Depuis des années, la Corse est malade. L'île souffre d'un mal qui la ronge profondément enquistée. En Corse, si vous vous opposez de manière trop radicale aux intérêts financiers de ces gens-là, vous pouvez perdre la vie. C'est une vraie mafia. C'est-à-dire que c'est pas simplement des bandes de criminels comme ça qui ont des activités séparées. C'est une réalité, c'est un phénomène profondément enraciné sur l'île qui a mis sous contrôle un territoire et qui aujourd'hui échappe largement à la réponse judiciaire et policière. Face à cette situation, des voix, des collectifs citoyens se sont créés. Ils décrivent une société sous emprise et la mainmise de plus en plus étroite sur la Corse, une pénétration de l'économie légale par le crime sans qu'aucun secteur ou aspect de la vie sociale et économique n'y échappe, sans exception. Continuer de se taire n'est pas responsable. Nous proposons d'ores et déjà de demander au gouvernement d'inclure dans le code pénal le délit d'association mafieuse et d'étudier les dispositions qui lui apparaîtront les plus efficaces pour mettre les jurés et leurs familles à l'abri des pressions dans les procès de mafieux. C'est pire que la Sicile, parce que précisément nous n'avons pas l'économie de la Sicile et la population de la Sicile, et que le peu d'économie que nous avons est complètement accaparé par des forces qui ont des chevaux de Troie, qui ont des auxiliaires, qui sont des voyous. La mafia, comme je disais, elle existe parce qu'on l'a rencontrée. On l'a rencontrée au cours de nos actions quotidiennes. On l'a rencontrée quand des hommes vous suivent dans le maquis, quand certaines personnes font sauter votre maison, quand d'autres mettent des contrats sur vous, parce que vous avez tout simplement fait votre devoir de citoyen. En 2020, la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, en charge de la lutte contre la criminalité organisée, a transmis une note confidentielle au gouvernement dans laquelle elle pose ce constat brutal. Le banditisme corse revêt toutes les formes du phénomène mafieux. C'est une matinée particulièrement sanglante qu'a vécue la Corse aujourd'hui. En effet, à moins d'1 heure d'intervalle, 2 hommes ont été abattus. Le premier à Arennes, où Jean-Dominique Allegrini Simonetti a été retrouvé au volant de sa voiture, son corps criblé de nombreuses balles. Et puis, 1 heure plus tard, aux environs de 9h15 à Ajaccio, maître Antoine Solacaro a été abattu dans une station-service de la route des Sanguinaires. L'avocat bien connu a été atteint par une ou plusieurs balles. L'assassinat a eu lieu en plein centre d'Ajaccio, il y a un peu plus d'1 heure. Le président de la chambre de commerce était dans son magasin de vêtements lorsqu'il a été atteint d'une seule balle tirée par un homme qui a réussi à prendre la fuite. Un assassinat au milieu de cette rue piétonne, à 2 pas du commissariat de la ville. En 2012 et 2013, déjà, le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain Manuel Valls, avait, lors de 2 déplacements à Ajaccio, tiré la sonnette d'alarme. Il faut éradiquer cette mafia, ces réseaux
mafieux qui tuent en Corse. Depuis 2008, il y a eu 106 assassinats, dont 54 règlements de compte. Et sur 10 ans en moyenne, rendez-vous compte, 20 règlements de compte mortels, 15 tentatives de règlement tous les ans, 35 en moyenne sur 10 ans. Et donc, aujourd'hui, c'est insupportable. Les premières victimes en sont évidemment les Corses. Parmi les cibles des intérêts mafieux, celui qui était l'homme fort de la place Beauvau pointait les clubs de football professionnels. Ce diagnostic terrible posé sur un pan du territoire national, mafia, intervenait notamment après les assassinats de l'ancien bâtonnier du barreau d'Ajaccio et de l'ex-président de la Chambre de commerce, tous deux proches et dirigeants d'un des deux clubs professionnels de la ville, en rivalité avec le GFCA. Pour Blast, Xavier Monet a mené l'enquête sur ces liens troubles tellement étroits dont les métastases sont partout. En définitive, l'étreinte est telle qu'elle se révèle fatale pour leur proie, littéralement asphyxiée pour ne pas avoir pu ou su s'en écarter. Cette histoire, celle de la chute d'une institution ajaxienne, est celle du baiser de la mort. Je me suis intéressé au Gazélec Ajaccio il y a plus d'une dizaine d'années et je me suis penché sur un particularisme corse dans le football qui est à la fois un sport ultra populaire sur l'île de Beauté, parce que quand on voit le nombre de clubs, le nombre de licenciés et le nombre de clubs professionnels ou semi-professionnels, c'est quelque chose d'assez exceptionnel puisqu'on a 2 clubs à Bastia qui sont le CA Bastia et le Sporting Club de Bastia. Et à Ajaccio, il y a aussi 2 clubs dans une ville qui n'est pas très grande à l'échelle de la France, mais très importante évidemment à l'échelle de la Corse, le Gazélec et la CA. Entre ces 2 clubs, il y a une énorme rivalité. Elle se traduisait aussi par une rivalité politique et criminelle, puisqu'on retrouvait des morts dans l'organigramme à la fois de l'ACA et du Gazélec Ajaccio. Ce que j'avais vu en 2013, c'est-à-dire une pénétration de la criminalité organisée dans les clubs de foot corse. En 2013, on voyait déjà cette pénétration du crime organisé, de la mafia, appelons les choses par leur nom, corse, dans les institutions. Et 10 ans après, quand je me suis plongé dans ce dossier du Gazélec, cette pénétration, on en voit l'effet ultime. La pénétration mafieuse dans une institution de sport, l'effet ultime, c'est tout simplement que cette institution va disparaître, puisque le club du Gazélec Ajaccio, qui est un club à l'histoire centenaire, a été placé en liquidation judiciaire le 30 janvier. La justice, elle ne cherchait pas le Gazélec Ajaccio. Elle ne cherchait pas le football au départ. Ce que la justice cherchait, c'est tout simplement comment se financer et quelle était l'étendue de l'influence d'un groupe criminel corse qui régit toute la région ajaxienne depuis 15 ans, qui s'appelle le Petit Bar. Et donc, des affaires de justice concernant le Petit Bar, on a des affaires d'extorsion sur des bars, sur du BTP, sur des paillotes, on a des affaires d'assassinat, on a des affaires de trafic de drogue, on a aussi des affaires de corruption politique ou de clientélisme. Sur les écoutes, les enquêteurs se rendent compte que ça parle beaucoup du Gazélec Ajaccio. Et il y a cette personnalité, c'est Christophe Ettori. Christophe Ettori, c'est un ancien joueur de football professionnel, très sympa, qui vit pour le Gazélec. Il a été président, il a été joueur, il a été directeur sportif, y compris ce qu'il avance bénévolement. Et Christophe Ettori, c'est aussi le frère d'un des piliers du Petit Bar, Michael Ettori. Christophe Ettori, c'est quelqu'un qui a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour association de malfaiteurs, pour le rôle qu'il a joué dans un assassinat qu'a commis le Petit Bar. Et ce giron mafieux, la justice essaie de l'établir, d'établir sa surface et essaie de le désenquister d'Ajaccio et du Gazélec. Sauf qu'en le désenquistant du Gazélec, eh bien, on risque la mort. On a 2 clubs à Ajaccio. L'AC Ajaccio, qui est plutôt historiquement le club des notables de la ville. Et on a le Gazélec Ajaccio, qui, comme son nom l'indique, est le club
qui dépendait à un moment d'EDF et de ceux et des ouvriers du gaz à Ajaccio. Donc on a une assise plutôt notable pour la CA, une assise plutôt populaire pour le Gazélec. Ça a créé une rivalité sportive. Après, il y a qui contrôle les clubs. Et d'un côté, on a l'AC Ajaccio, qui est contrôlé par Alain Orsoni pendant longtemps, qui est un ancien nationaliste qu'on soupçonne d'avoir participé à des activités de crime organisé, et donc un ancien nationaliste du mouvement pour l'autodétermination, du MPA. Donc, l'ACA était étiqueté MPA. En face, vous avez le Gazélec, qui a longtemps été financé par un homme d'affaires qui a fait fortune en Afrique, Robert Féliciagi, qui était un très proche et de Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur, et de Jean-G. Colonna, qui était réputé être le parrain de Corse du Sud. Or, entre les anciens du MPA et Jean-G, puis le Petit Bar, dans le monde criminel, ça a été longtemps une guerre ouverte. Et on a eu des assassinats réciproques. Et il se trouve que dans ces assassinats réciproques, on avait des dirigeants des deux clubs qui n'ont pas été assassinés pour des raisons de football, mais ils étaient des dirigeants des clubs. Par exemple, Robert Féliciagi, qui était l'un des financiers du Gazélec, a été assassiné en 2006. Jean-Claude Colonna, il a été assassiné sur la route du stade pour aller au stade en 2008. Ange-Marie Michelosi, qui a été assassiné sur la route du stade du Gazélec. Sa photo a longtemps orné l'un des bureaux administratifs du club. Ça, c'est côté Gazélec. Et du côté de l'ACA, on a Antoine Nivaggioni, qui était l'un des administrateurs du club, qui a été assassiné. Antoine Solacaro, qui était l'avocat historique de l'ACA, a été assassiné. Jacques Nasser, qui était un membre de l'administration de l'ACA et le président de la Chambre de commerce, a été assassiné. Et Alain Orsoni a été la cible d'un projet d'assassinat qui était mené par l'équipe du Petit Bar. Donc, on a une rivalité sportive sur laquelle se superpose une rivalité criminelle. Et on a aussi, à travers cette rivalité criminelle et cette pénétration mafieuse, une prise en otage de la passion des supporters et de l'amour des supporters pour leur club. Parce que ce qui est intéressant, c'est que cette affaire qui arrive le 8 et 9 février à la barre du tribunal de Marseille, c'est l'une des affaires qui concerne le Gazélec, puisqu'il y a une autre affaire qui est encore à l'instruction, une affaire d'extorsion où un proche du Petit Bar, Johan Carta, a décidé en juillet 2022 qu'il était le nouveau propriétaire du Gazélec. Il a mis la main sur les comptes, il a mis la main sur tous les documents administratifs, sans droit ni titre, en ne respectant pas les PV de nomination et les procédures de nomination pour être nommé, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être poursuivi pour extorsion et de dormir en prison depuis novembre 2022. Donc, c'est presque une malédiction qui s'est abattue sur le Gazélec avec toutes ces affaires. Et évidemment, quand vous avez toutes ces affaires, les unes après les autres, qui s'additionnent, vous avez des potentiels repreneurs ou des potentiels investisseurs. Là, il s'agissait d'une investisseuse galloise qui aurait pu être intéressée pour aider à rebâtir le Gazélec. Mais sitôt que ses avocats se sont renseignés sur la personnalité de Johan Carta, sur ce qui se passait autour du Gazélec, elle a rompu toutes les négociations. Quand Johan Carta est arrivé, qu'il a fait sa grande conférence de presse, reprise par tous les médias, L'Équipe, Corse Matin, personne ne s'est posé la question de « mais cet homme qui dit qu'il est propriétaire, est-ce qu'on est sûr qu'il est propriétaire ?» Non. Il est arrivé, il a dit « c'est moi le patron maintenant ». Il a mis la main sur les comptes en banque du club. Il a dit à la banque, c'est moi le patron maintenant. À la Fédération française de football, pareil. C'est moi le patron du club, vous occupez de rien, je m'en occupe. Il a fait défaut pour être nommé. En tout cas, c'est ce que soupçonne la justice. Et quand vous êtes un supporter du Gazélec, que vous voyez quelqu'un qui arrive et qui dit, les gars, moi je vais faire différemment, on va y aller, on va rebâtir le club. Vous avez envie d'y croire.
J'ai un nouveau projet qui est lancé, que ce projet, il ne va pas appartenir qu'à Johan, il va appartenir à tous les Ajacciens, et que je veux absolument mettre tous les moyens et tous les ingrédients possibles pour que le projet il arrive à terme dans les meilleures conditions et que le GFCA retrouve la possibilité de repartir sur des bons rails. Et donc, il y a un côté de vous, parce que Johan Carter est quand même assez connu à Ajaccio, vous vous dites, non mais ces différentes mises en examen, ces condamnations, ces liens avec le petit bar, bon allez, c'est pas si grave. Non, peut-être qu'il peut sauver le club. Mais non, c'est pas possible. Et on en arrive à ce couperet, cette liquidation judiciaire et cette passion des supporters du Gaz, de l'histoire du Gaz, qui va être orpheline, qui est orpheline depuis le 30 janvier. Le Gazélec n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce qui se passe non seulement en Corse, mais en France. Et quand vous discutez avec des juges européens, qu'ils soient italiens, qu'ils soient belges, comme on l'a vu avec le Qatar Gate, c'est qu'on a une pénétration de plus en plus profonde des mafias dans l'économie légale et réelle. Et on est face à des économies mafieuses qui s'intègrent totalement dans le système légal. Donc, ce qui se passe avec le Gazélec, c'est pas anecdotique. Ce n'est pas juste un exemple ou une histoire exceptionnelle. C'est la norme de ce qui va se passer et de ce qui est en train de se passer en Corse, mais ailleurs sur le continent. C'est ce qui se passe en Corse, ça se passe ailleurs en France et en Europe. Et c'est là où la pénétration mafieuse est très dangereuse, parce que c'est une économie criminelle qui rencontre un sujet passionnel dans le football, où les gens ne réfléchissent plus. Regardons ce qui se passe avec les investissements des Émirats arabes unis, du Qatar, de l'Arabie saoudite dans le football européen. Est-ce que les supporters se lèvent et disent « non, on n'en veut pas. Non, on n'en veut pas de cet argent sale. Non, on n'en veut pas de cet argent du sang. » Non, on se sert de la passion pour blanchir. Et cette passion, elle blanchit le crime. Les comparaisons entre mafia corse et sicilienne sont déplacées pour Leo Luca Orlando. Mais il retient une donnée sociologique commune. Il conseille de s'en débarrasser. La mafia a besoin de culture de l'appartenance. Je crois qu'en Corse aussi, ce risque d'une culture de l'appartenance prégnante est fort. Il y a une expression qui est mon ennemi. Quand quelqu'un te demande « de qui es-tu ?», je crois qu'il n'y a pas besoin de demander « de qui es-tu ?». Il faut remplacer ça par « qui es-tu ?» Vous pouvez retrouver cette enquête sur notre site, sur blast-info.fr. Et n'oubliez pas, Blast est un média indépendant, enquêter coûte cher. Nous avons besoin de votre aide et de votre soutien pour continuer. Merci d'avance.